Merci Pierre. Oui, Thémistocle n'est pas si loin parce que c'est un de ces hommes qui infléchissent le cours de l'histoire en refusant de céder aux fausses fatalités. Et vous voyez, je pense qu'on en aurait bien besoin d'un homme de cette envergure-là. En 1948, le général américain Van Fleet, qui est nommé par Washington en Grèce pour mener la fin de la guerre civile qui se déroule dans ce pays à la suite d'une des occupations les plus violentes et les plus meurtrières d'Europe, déclare en arrivant en Grèce « La Grèce est notre expérience de laboratoire ». Et quelques semaines plus tard, Dina Chisholm, qui est le sous-secrétaire d'État du président Truman et qui va devenir secrétaire d'État peu de temps après, il dit « La Grèce est un champ d'expérimentation pour les États-Unis ». C'est comme si, quelques années après, ou un demi-siècle après, en 1990, en 2008, 2010, l'Union européenne avait repris exactement le même refrain et avait appliqué à la Grèce un programme qui est en réalité le programme qui s'applique à des vitesses différentes et à des intensités différentes un peu partout en Europe. Et vous allez voir, quand je vais vous égrener quelques mesures, vous allez en reconnaître certaines, partielles ou totales, qui ont été appliquées en Grèce et qui le sont aujourd'hui, ou qui vont l'être dans les années qui viennent, un peu partout. Cette crise grecque, pour moi, elle a été à la fois un objet d'étude et quelque chose que j'ai vécu comme observateur, puisque j'étais en train d'écrire les 3 tomes de cette histoire de la Grèce et des Balkans, dont le dernier chapitre traite de cette crise grecque de manière incomplète, puisque ce livre est sorti en 2013, donc il y a en quelque sorte que la première partie de cette crise, et je vais vous faire aujourd'hui un bilan un peu plus complet, mais c'était un objet d'étude quasiment sur le motif, en temps direct, avec dans ma tête à l'époque une lecture que je venais de faire, que vous devriez tous faire si vous ne l'avez pas encore faite, et qu'on devrait recommander à tout un chacun, qui est le livre de la journaliste canadienne Naomi Klein, paru en 2007, qui s'appelle « La stratégie du choc ou la montée d'un capitalisme du désastre ». Dans ce livre, Naomi Klein étudie un certain nombre de cas qui vont de tensions internationales en Irak, de problèmes intérieurs comme le Chili de Pinochet, de catastrophes naturelles comme le tsunami asiatique ou de crise financière pour la crise asiatique de 97-98, en montrant comment les pouvoirs libéraux ont utilisé ces chocs imposés de l'extérieur à une société pour leur imposer l'agenda libéral, néolibéral ou ultralibéral, comme vous voulez, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'ils n'auraient pu le faire dans un temps normal. Eh bien, il manque évidemment un chapitre au livre de Naomi Klein, et je suppose que si aujourd'hui elle l'écrivait, elle rajouterait un chapitre sur cette crise grecque qui rentre exactement dans le schéma qu'elle décrit, c'est-à-dire comment on met une société en état de choc pour lui faire accepter ce qu'elle refuserait en temps normal. Eh bien, la société grecque a subi cette stratégie du choc entre 2010 et aujourd'hui, et ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé, je vais vous montrer pourquoi ça n'est pas terminé, parce que
l'économie grecque, contrairement à ce qu'on dit partout, n'est pas repartie, les choses ne vont pas mieux, et tous les petits progrès qu'on peut relever sont en réalité des faux semblants. Alors, l'affaire commence en avril 2010. Le 23 avril exactement, le Premier ministre socialiste, Georges Papandréou, fils et petit-fils de Premier ministre, qui avait obtenu la majorité absolue aux élections d'octobre, sur un slogan qui était « Lefta iparchun », c'est-à-dire « de l'argent, il y en a ». De l'argent, il y en a dans le pays. Autrement dit, on peut faire une politique sociale en prenant l'argent là où il est. Ce Premier ministre socialiste qui s'est fait élire en octobre 2009 sur ce slogan apparaît tout d'un coup à la télévision grecque le 23 avril, depuis l'île la plus orientale de la Grèce où il est en voyage, qui s'appelle Castellorizo, qui est en Méditerranée orientale, au sud de la Turquie, qui est le point le plus oriental de la Grèce et donc de l'Union européenne aujourd'hui. Et il dit à ses compatriotes, bah, finalement de l'argent il n'y en a pas. Et il n'y en a tellement pas que l'État est en faillite potentielle. On a été obligé de revoir le déficit et de revoir le montant de la Grèce, et la Grèce ne va pas pouvoir faire face à ces échéances. Il faut que nous demandions l'aide du FMI et de l'Union européenne. Donc ça, c'est le début de la narration. En réalité, donc Papandréou accuse son prédécesseur conservateur, Karamanlis, neveu de Premier ministre, père de futur Premier ministre. Il accuse son prédécesseur d'avoir sous-évalué les déficits. Et en réalité, il y a déjà eu une première réévaluation avec une manipulation très contestable du déficit des hôpitaux publics, et il vient d'avoir une deuxième réévaluation du déficit avec le transfert de dette et de déficit d'entreprises publiques que l'agence européenne de statistique Eurostat avait accepté de sortir du déficit public grec, et le déficit de ces entreprises a été en une nuit réintégré dans le déficit public, contrairement à ce que l'Office de statistique européen avait accepté. Et du coup, la dette grecque se trouve augmentée de 18,2 milliards, une paille, et le déficit public pour l'année précédente passe tout d'un coup de 11,9 à 15,8, ce qui fait immédiatement grimper les taux d'intérêt qu'on demande aux Grecs pour leur prêter l'argent, et qui va rendre très vite cette dette insoutenable, parce que le poids des intérêts qu'on demande, qui va grimper, qui va s'envoler en quelques jours, après cette déclaration de Papandréou, rend la dette grecque totalement insupportable. Alors ça, si vous voulez, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est que quand même, tout ça est une vaste manipulation des chiffres. Et que donc, il faut revenir sur cette réévaluation qui a été faite en une nuit par le directeur de l'Office statistique grec, une fois que tout son personnel a été parti. Et le chiffre a été publié le lendemain, sans que les experts de l'Office statistique grec n'aient eu à se prononcer ni à avaliser ce
ce chiffre. Et le monsieur en question, qui s'appelle Georgiou, était passé directement du FMI, où il travaillait depuis 1989, à l'Institut de statistique grec en 2010, quelques mois, quelques semaines avant cette réévaluation du déficit grec. Ce monsieur Georgiou, depuis, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour falsification des chiffres par les tribunaux grecs. Il y a eu 3 procès, un en appel, un en première instance, un en appel, un en cassation. Les 3 ont confirmé la condamnation de cet homme, ce qui n'a rien empêché de la suite. C'est-à-dire qu'en réalité, le début de la crise grecque est fondé sur une manipulation de chiffres. Et l'envolée des taux, d'intérêt demandés pour la dette grecque a été fondée sur une manipulation de chiffres, chose qui a été ensuite décortiquée et analysée par la commission sur la vérité de la dette publique grecque, constituée par la présidente du Parlement, Zoé Constantopoulou, en 2015, après la victoire de Syriza, ou plus exactement, entre la victoire de Syriza et la trahison de Tsipras. Puisque après, Constantopoulou, qui gênait, a été éjecté de son poste au Parlement, et que la commission a été dissoute. Le premier soin du nouveau gouvernement de Tsipras après la trahison du résultat du référendum ayant été d'enlever du site du Parlement grec tous les documents de la commission sur la vérité de la dette. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà comment on met une société en état de choc. Oui, il y avait des dysfonctionnements dans l'État grec. On pourra y revenir dans la discussion, si vous voulez. Oui, il y avait une dette importante. Cette dette, elle était à l'époque de 126-90% du PIB. La France est aujourd'hui à 115. C'est-à-dire qu'elle était pour la Grèce de 27 000 € par habitant. Elle est aujourd'hui de 42 994 par habitant en France. Donc, si vous voulez, cette dette, elle était parfaitement soutenable. C'est le processus qui a conduit Papandréou à passer de l'Eftaï Parkoun à de l'argent il y en a à nous sommes en faillite, qui en réalité crée la situation de choc à partir de laquelle les taux d'intérêt s'envolent et que la dette devient effectivement insupportable. La question la question de cette manipulation de chiffres doit donc aujourd'hui être posée. Et quand on vous dit, par hasard, le système de retraite est insoutenable à temps, vous comprenez que toutes ces projections de chiffres ou toutes ces constructions de chiffres sont des constructions destinées à appuyer une narration. Et en l'occurrence, la construction de ce choc appliqué à la situation grecque va permettre l'application d'un programme néolibéral extrême que les Grecs n'ont jamais accepté. Il y a eu d'immenses manifestations au moment du deuxième mémorandum en 2012. Il y a eu le référendum de 2015
dans lequel je vous rappelle que 62,5% de Grecs se sont rendus aux urnes et que le non au programme européen a recueilli 61-31%, sur lesquels on s'est glorieusement assis à Bruxelles, M. Juncker ayant cette formule désormais, qui devrait être désormais gravée dans l'état de l'Union européenne, qui est « il n'y a pas de démocratie contre les traités européens », c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie du tout. Donc les Grecs n'ont jamais accepté cette situation, mais ils la subissent depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, qu'ont-ils subi? Ils ont subi 3 mémorandums. Il faut quand même que je vous explique ce que c'est que les mémorandums, parce que ici, c'est passé, voilà, c'était des mesures de bonne gouvernance, hein, on a dit, les mémorandums. Donc il y a eu 3 mémorandums, un en 2010, un en 2012, un en 2015. Et puis entre ces mémorandums, il y a eu des plans intérimaires, c'est-à-dire qu'il y a eu des coupes budgétaires décidées entre chacun de ces mémorandums, et on doit être dans cette décennie à une dizaine de plans d'austérité en plus des 3 mémorandums. C'est-à-dire, en gros, un plan d'austérité et demi par an. Donc on est avec des coupes budgétaires, avec des fonctionnaires qui sont mis dans une réserve et licenciés au bout d'un certain temps, avec... j'y reviendrai. Donc c'est un plan extrêmement dur, dont je détaillerai dans une partie les conséquences. Pourquoi? Pourquoi faire? On a dit c'est un plan d'aide à la Grèce. On a dit c'est un plan, ce sont des plans destinés à redresser la situation économique de la Grèce. Alors, 12 ans après, on peut regarder les résultats. On peut essayer de comprendre ce qui s'est passé. En réalité, dès le premier mémorandum, ah oui, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un mémorandum. Un mémorandum, c'est quelque chose qui est fabriqué à Bruxelles, qui fait en gros 1 millier de pages, en anglais, non intégralement traduit en grec, transmis au Parlement grec 8 ou 10 jours avant le vote, voté selon la procédure d'urgence, avec un pistolet sur la tempe qui est « si vous ne votez pas, on coupe les crédits », et donc vous ne pourrez pas payer les pensions niveau fonctionnaire à la fin du mois. Donc qui n'est pas intégralement traduit, c'est-à-dire qu'aucun député qui a voté les 3 mémorandums n'a pu prendre connaissance de ce qui était dans les mémorandums. Ça touche tous les domaines, la législation sociale, le droit privé, le droit de la propriété, le cadastre, tous les domaines de la vie politique et sociale et économique, le droit du travail, le chômage, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est adopté par le Parlement sans que le Parlement puisse rien amender. C'est-à-dire que c'est adopté sous la forme d'un article unique qui fait le tiers d'une page et qui dit « Le Parlement grec autorise le gouvernement à traduire en droit interne tout ce qui est contenu dans ce mémorandum. Et vous acceptez tout ou rien. » C'est naturellement une procédure totalement antidémocratique qui piétine tous les droits du Parlement et qui piétine le premier droit du Parlement, qui est le droit d'amendement. Et donc, c'est
c'est une monstruosité juridique. En France, quand le gouvernement fait passer dans un texte de loi quelque chose qui est étranger à ce texte de loi dans un article, le Conseil constitutionnel rejette la mesure en question en disant c'est un cavalier législatif. Bon. Eh bien, le mémorandum, ça n'est que des cavaliers législatifs. 3 fois 1000 pages. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de monstrueux au regard de l'état de droit que l'Union européenne prétend être un de ses fondements. Voilà. Alors, dans ces conditions, on sait aujourd'hui que du côté du FMI, en tout cas, dès le premier mémorandum, on a su que toute la stratégie adoptée en réalité par l'Union européenne et validée par le FMI serait un échec. On a eu des fuites. Les estimations qui fondaient le mémorandum de 2010 estimaient que la dette aurait un maximum, à son maximum, représenterait 150% du PIB en 2013, et que très vite ensuite, elle décroîtrait parce que la croissance reprendrait. Donc, le mémorandum de 2010 était fondé sur l'idée, dit-on, d'un scénario en V. C'est-à-dire, on part d'un point haut, on a une récession, et puis très vite, comme on prend toutes les bonnes mesures, on a un rebond qui permet de rétablir la situation, de revenir au niveau de croissance, de combler la récession et de repartir vers un avenir radieux et des lendemains qui chantent. En réalité, en 2013, la dette n'était pas de 150%, mais de 178,20%. Donc, si vous voulez, pour des experts mondiaux qui donnent des leçons à la terre entière, c'est quand même un problème. Faire une erreur de cette taille-là. Et puis alors, quant au scénario en V, la dette a atteint l'année dernière 206% du PIB, et à l'heure actuelle, en 2020, 206,30% du PIB, et cette année, 194,50% du PIB. Donc, si vous voulez, toutes les prévisions qui ont fondé ce programme de choc sont erronées. Entre-temps, le FMI avait prévu, enfin les prévisions du FMI avaient prévu une récession de moins de 1%, avec très vite un rebond. On est à moins 30. Et on n'a pas rebondi. C'est-à-dire que la perte de PIB a été de 30% dans les années qui ont suivi, et que depuis, on est à l'étal. Alors, une année, c'est plus 0,5, l'année suivante, c'est moins 0,8, mais il n'y a jamais eu de rebond, il n'y a jamais eu l'autre versant du V. Et en réalité, les avertissements étaient venus de l'intérieur du FMI comme des membres du comité exécutif du FMI. Alors, comment on le sait? Par des fuites. Le chef du FMI, Olivier Blanchard, dans un document interne qui a fuité, avait indiqué que les schémas adoptés étaient totalement irréalistes, les objectifs intenables, et qu'il fallait au contraire restructurer la dette grecque, c'est-à-dire la réduire,
pour que le pays puisse repartir. Mais ça, ni l'Allemagne, ni la BCE, alors dirigée par M. Trichet, n'en voulaient. Pourquoi? Parce que la dette grecque était en majorité détenue par des banques allemandes et françaises, et que la question, c'était pas de sauver la Grèce, c'était de sauver les banques allemandes et françaises qui s'étaient gavées de dette grecque. Alors, on a également eu des fuites, des minutes du Conseil exécutif du FMI, donc des représentants des différents États. Et dans ces minutes, on voit très bien que se sont dessinés deux camps. Les pays de l'Union européenne et les États-Unis d'un côté, les pays du Sud de l'autre. Les pays du Sud plus la Suisse. Parce que la Suisse, les gens sont sérieux. Les financiers suisses sont sérieux. Donc ils ont très bien compris que ce plan appliqué à une économie ne pouvait que tuer l'économie et pas guérir le malade. Je vais vous lire par exemple ce que disait le délégué argentin. Alors c'est important parce que il y a eu une crise argentine. Il y a eu une crise argentine, je vais y revenir, exactement pour les mêmes raisons que la crise grecque. C'est-à-dire que pour juguler l'inflation, le FMI avait imposé à l'Argentine d'attacher sa monnaie au dollar, c'est-à-dire d'avoir une monnaie surévaluée, qui a plombé l'économie argentine pendant des années et qui a mis l'économie argentine dans le trou, jetant le pays dans une instabilité politique. Plusieurs présidents de la République en quelques années, dont le président de la Rua qu'on est obligé d'emmener en hélicoptère parce que la foule veut lui faire la peau. Donc si vous voulez, d'ailleurs à Athènes, dans les manifestations, il y avait régulièrement un hélicoptère qui était brandi par les manifestants qui faisait... Et donc, si vous voulez, c'est exactement comme la Grèce, c'est-à-dire que la Grèce avait à l'euro comme monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui est surévaluée de 40% pour son économie. Donc avoir le dollar comme taux de change de la monnaie argentine qui interdit, qui étouffe l'économie argentine, ou avoir l'euro pour monnaie pour la Grèce, c'est exactement la même chose. Et donc ça vous conduit à être en permanence en déficit commercial, et donc derrière à avoir de la dette qui se construit, parce qu'en réalité la dette grecque, c'est pas que les Grecs sont plus méchants que les autres, je vais y revenir, ou moins travailleurs, ou ce que vous voulez, c'est simplement que la monnaie plombe leur économie et a tué toutes les capacités productives de l'économie grecque depuis que la Grèce est rentrée dans l'euro. Voilà. Et donc derrière, la Grèce importe tout, jusqu'à l'ail, si vous voulez, parce qu'avec l'euro, c'est moins cher d'importer de l'ail chinois que de produire de l'ail sur place. Alors, si vous voulez, l'ail, c'est une petite chose, mais c'est pour tout comme ça. C'est-à-dire que, donc, on a du déficit commercial, et au final, le déficit commercial, on le finance par la dette. Donc, la question de ces plans d'austérité, c'est qu'ils ne se sont jamais attaqués à la vraie raison de la dette grecque, qui est l'euro. Et qu'ils ont voulu faire payer la note de l'euro par ce qu'on a appelé en d'autres temps de la déflation compétitive, c'est-à-dire diminuer les salaires, diminuer les coûts de production, diminuer les retraites, diminuer les dépenses publiques, pour que les coûts de fabrication en Grèce rendent compétitives les productions grecques, alors que la monnaie les rend non compétitives à 40%, ce qui est perdu d'avance, parce que vous ne pouvez jamais, dans ce schéma-là, couper dans les dépenses publiques autant que la monnaie
vous handicape, et puis en plus, comme cette monnaie, elle vous handicape, les entreprises ferment, comme, je vais vous le montrer, comme ces plans d'austérité aggravent la situation économique, les capacités productives diminuent, et donc la monnaie, même si le taux de la monnaie baisse, il reste surévalué. Et vous avez beau couper dans les dépenses publiques, vous ne coupez jamais assez pour rattraper le défaut de compétitivité que vous impose la surévaluation de la monnaie. Donc si vous voulez, c'est un serpent, c'est une spirale mortelle qui n'a pas de fin. Alors, les Argentins sont sortis de cette spirale avec les Kirchner en coupant la parité avec le dollar et en dévaluant. Et en disant, on ne payera plus la dette illégitime. Alors voilà ce que dit le représentant argentin en 2010, au moment du premier mémorandum. Les dures leçons de nos propres crises passées sont difficiles à oublier. En 2001, des politiques similaires ont été proposées par le Fonds en Argentine. Ces conséquences catastrophiques sont bien connues. Il y a une réalité incontestable et qui ne peut être contestée. Une dette qui ne peut pas être payée ne sera pas payée sans une croissance soutenue. Nous savons trop bien quels sont les effets des réformes structurelles ou des politiques d'ajustement qui finissent par déprimer la demande globale et, par conséquent, les perspectives de reprise économique. Il est très probable que la Grèce finisse plus mal en point après la mise en œuvre de ce programme. Les mesures d'ajustement recommandées par le Fonds vont réduire le bien-être de sa population et la capacité réelle de remboursement de la Grèce. Celui de l'Inde alerte sur une spirale déflationniste de baisse des prix, de l'emploi et des recettes fiscales qui pourrait mettre finalement en cause le programme lui-même. Celui du Brésil se moque du caractère panglossien du rapport fondant le plan, que celui-ci prévoit une évolution en V. Nous croyons que la croissance suivie en modèle en forme de L, avec une très forte contraction du PIB et une reprise négligeable par la suite. Donc, si vous voulez, le débat a eu lieu au FMI et des gens ont dit ce qui allait se passer. C'est-à-dire que la décision qui a été prise par le FMI, par ceux qui ont la majorité des droits de vote, c'est-à-dire par les Occidentaux, a été prise en toute connaissance de cause, parce que, franchement, les économistes français, américains, anglais ou allemands ne sont pas plus stupides que les Brésiliens ou les Argentins. Simplement, ils avaient peut-être des biais idéologiques différents. Donc voilà d'où on part, si vous voulez. On part d'une manipulation de chiffres et on part d'un programme dont on sait qu'il va échouer. Alors, dans ce contexte-là, on est tout à fait dans le cadre de ce qu'a décrit Naomi Klein dans d'autres situations. Pour que ça passe en Europe, il fallait convaincre les autres que ça ne les menaçait pas. C'est-à-dire qu'il fallait que les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols se disent « Ah oui, mais c'est pour les Grecs, c'est pas pour nous. Et si c'est pour les Grecs, c'est parce que les Grecs ont fauté. » Donc derrière, on a eu toute une narration dont Pierre-Yves parlait tout à l'heure dans les couloirs de Bruxelles, mais qui a été repris en chœur par tous les médias occidentaux, qui est les Grecs ont fraudé, ils travaillaient pas, ils étaient fainéants, ils étaient fraudeurs, ils étaient voleurs, ils ont fraudé pour rentrer dans l'euro, ce qui est faux. On
pourra y revenir tout à l'heure, mais tout le monde sait comment ça s'est passé. Il y a eu un montage financier qui, à l'époque, était parfaitement légal à partir de contrats swap par la banque Goldman Sachs, qui d'ailleurs a fourni à la Commission européenne un certain nombre, et à la Banque centrale européenne un certain nombre de directeurs et de commissaires européens. Donc tout ça était parfaitement connu. Le droit social grec était était déjà bien moins généreux que la plupart des droits sociaux européens, et pour cause. La Grèce a vécu en régime autoritaire ou en dictature jusqu'en 1974, et ce n'est pas ces régimes-là qui ont construit un régime social. Donc les conquêtes sociales datent des années 80. Alors c'est vrai que ces conquêtes sociales ont été faites dans une période de récession mondiale, et donc elles ont coûté plus cher que les États sociaux européens qui ont été construits après la guerre dans une période de forte croissance, mais enfin, que ce soit au niveau du chômage, au niveau des allocations familiales, au niveau de la couverture santé, les frais dentaires, par exemple, n'ont jamais été remboursés en Grèce. Donc, si vous voulez, vous aviez un État social qui était un État social déjà de petite taille. Fraudeur, le prélèvement à la source est réalisé en Grèce pour les salariés bien avant la France. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour frauder quand vous êtes salarié avec le prélèvement à la source. Bon, probablement, ça doit être possible. Les professions libérales, oui, comme partout, il y a chez les commerçants et les professions libérales, il y a une part de fraude. Elle est historiquement plus importante dans les pays du sud de l'Europe pour un certain nombre de raisons. Et pas en Grèce plus que dans les autres pays du sud de l'Europe. Les calculs ont été faits largement. Les salaires de la fonction publique grecque étaient des salaires très, très faibles. Souvent, les fonctionnaires grecs étaient obligés d'avoir un deuxième emploi pour vivre. Aujourd'hui, ils en ont souvent besoin d'un troisième, d'ailleurs. Donc voilà. Donc, si vous voulez, tout ça a été une narration. Moi, j'ai même entendu un jour sur France Culture une journaliste allemande qui participait à une de ces émissions, vous savez, où les journalistes se passent l'encens et les autres leur passent le séné. Et donc, cette journaliste allemande disait « Oui, mais de toute façon, les Grecs ont toujours été incapables de se gouverner. D'ailleurs, au XIXe siècle, vous avez le texte le nom m'échappe, d'auteur français, célèbre... comment ouais, oui, ça doit être Edmond. Qui dit déjà, vous voyez, etc. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai su par ailleurs que ce texte était parti de la Commission européenne. Que c'est la Commission européenne qui a fait circuler ce texte dans les rédactions des pays d'Europe occidentale pour accréditer cette idée que... Alors oui, je pourrais vous faire ici une histoire de la Grèce moderne, j'ai écrit trois tomes là-dessus. L'État grec est né dans la douleur, il est né endetté du fait de la guerre d'indépendance, il est né sous influence de puissances qui n'ont cessé d'intervenir dans ses affaires, et en réalité, la question fiscale grecque n'est pas une question de fraude, c'est une question de légitimité de l'État et de consentement à l'impôt. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand j'ai écrit ce livre, ces 3 tomes, à un moment, je me suis dit, mais en combien de temps, en 2 siècles d'existence, parce qu'on vient de fêter même pas 2 siècles, on vient de fêter l'année dernière le bicentenaire du soulèvement grec de 1821. Et l'indépendance, c'est 1830. Donc l'État grec n'a même pas 200 ans.
Combien de temps, en moins de 200 ans, les Grecs ont-ils pu croire que l'État grec était l'État des Grecs? C'est-à-dire où l'État des Grecs a une souveraineté à peu près complète et une indépendance d'action à peu près complète. Et j'arrive difficilement à 50 ans. Donc si vous voulez, pour les Grecs, et ils n'ont pas tort, l'État grec n'a souvent été, et ce dernier épisode ne fait que renforcer leur conviction, l'État grec n'a souvent été que l'instrument de transmission d'un étranger dominant. Et donc dans ces conditions-là, si vous voulez, le consentement à l'impôt est une chose difficile. Alors, si on avait voulu renforcer ce consentement à l'impôt, on aurait donné une véritable aide à la Grèce. On ne lui aurait pas appuyé sur la tête pour la faire descendre un peu plus bas. Mais en réalité, la question n'était pas d'aider les Grecs ou d'aider la Grèce. La question, c'était d'empêcher la sortie de l'euro. Parce que la sortie de l'euro aurait été un précédent. Et donc, il fallait à tout prix empêcher cette sortie de l'euro. Et d'ailleurs, quand M. Schauble, qui lui était particulièrement borné et particulièrement limité dans sa vue, dans sa vision de la question, et particulièrement orthodoxe de chez orthodoxe sur la gestion de la monnaie, a commencé à dire que si les Grecs ne pouvaient pas appliquer ces programmes qu'on leur imposait l'un à la suite de l'autre, ils n'avaient qu'à sortir de l'euro. On l'a fait très rapidement taire. C'est-à-dire que la question c'était de maintenir ça. Parce que se serait-il passé si la Grèce avait été éjectée de l'euro? Tout d'un coup, la dette grecque qui légitimait ce plan aurait, sortant du champ de l'euro, aurait provoqué une réévaluation de l'euro. Et donc, du coup, les prêteurs se seraient dit « Oh, mais qu'est-ce que l'Italie va faire ?» Parce que l'Italie avait déjà une dette de l'ordre un petit peu inférieur à la dette grecque quand tout a commencé, mais qui était de l'ordre de 100 ou 110% à l'époque. Et donc, si le taux de la monnaie augmentait, on risquait d'avoir une réaction en chaîne et de voir sortir de l'euro tous ces pays que gentiment les pays du Nord appelaient les pays du Club Med, ou appelaient, je vous rappelle quand même, voilà, les porcs, les pigs, les gens qui font rien et qui attendent Alors, si vous voulez, ce qui s'est déversé sur les Grecs pendant ces années-là, comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure dans son introduction, on aurait dit le 10e sur les Arabes, les Juifs, les musulmans, les gays, tout ce que vous voulez, les associations de défense des droits de l'homme, les associations antiracistes seraient montées au créneau avec la dernière violence. Et avec raison. Mais comme c'était des Grecs, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Catégoriser les gens en fonction de leur appartenance nationale, ça n'a gêné personne. Voilà. Alors donc, la question était d'empêcher une réaction en chaîne qui aurait conduit à la désintégration de l'euro. Et l'autre question, c'était celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire que les banques françaises et les banques allemandes étaient gavées de dettes grecques, et que si on faisait une coupe dans la dette grecque, si on restructurait la dette grecque comme il aurait fallu le faire,
eh bien, les banques françaises, les bilans des banques françaises et des banques allemandes devenaient des bilans extrêmement problématiques. Et donc, il fallait donner le temps et les moyens à ces banques de se délester de leurs avoirs en dette grecque. Alors, comment on a fait? Il y a eu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a parlé d'une restructuration de la dette grecque en 2012, je crois. Alors, en quoi ça a consisté? Ça a consisté pour l'essentiel à transférer les titres de dette grecque des banques françaises et allemandes vers la BCE. Puis, on a créé en même temps un mécanisme européen ad hoc qui a reprêté à l'État grec pour qu'il rachète une partie de ses titres et qu'il puisse payer les intérêts de la dette. Et à l'issue de ce processus de restructuration, d'habitude, la restructuration de la dette, ça se solde par une diminution de la dette. Eh bien, à l'issue de ce processus, la Grèce s'est retrouvée endettée de 23 milliards de plus qu'avant la restructuration. Et en réalité, on a transféré la dette privée, la dette détenue par des banques privées, vers la BCE et le mécanisme européen, enfin à travers le mécanisme, vers le contribuable européen. C'est-à-dire que c'est le contribuable européen qui est devenu créancier de la Grèce et la BCE qui a racheté une partie des titres. C'est-à-dire qu'on a typiquement socialiser les pertes. Après avoir privatisé les banques, on a socialisé les pertes. Donc, mais on n'a pas aidé les Grecs. Alors, donc cette restructuration, cette fausse restructuration a lieu en 2012, et dès 2013, on dit au FMI, mais on est dans une impasse, ça n'avance pas. Il n'y a rien qui peut avancer, la stratégie n'est pas la bonne, il faut vraiment couper dans la dette. Et là, l'Allemagne dit non. Et derrière, M. Trichet, qui dirige la BCE, dit également non. Donc le FMI va participer au deuxième et troisième mémorandum contre ses propres règles. C'est-à-dire que normalement, le FMI ne doit participer à un plan de restructuration que s'il estime que la restructuration aboutit à des résultats positifs. Et d'ailleurs, le troisième mémorandum, c'est Mme Lagarde, à l'époque, qui est à la tête du FMI, elle dit, ben non, nous, on ne peut pas, c'est contre nos... Et puis finalement, elle y va. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais, et alors, à ce moment-là, Mme Lagarde dit, oui, mais alors... pour que le FMI puisse participer, il faut que le mémorandum soit plus dur. Mais si le mémorandum est plus dur, on sait qu'il va aggraver la situation économique. Et donc la situation économique va moins permettre de rembourser. Donc si vous voulez, on est dans une logique qui est une logique totalement folle. Voilà, donc ça c'était la première partie de mon exposé qui vous montre comment on a mis cette société en état de choc, par quels moyens on lui a imposé un certain nombre de mesures sur lesquelles je vais revenir, et puis maintenant on va essayer de regarder les résultats sur la société grecque, parce que là, si vous voulez, il y a quelques ressemblances troublantes avec la situation actuelle. C'est-à-dire qu'entre la guerre d'Ukraine et l'inflation qui justifie telle ou telle mesure, il me semble depuis quelques mois qu'on va dans
sur une pente qui est aussi bien au niveau des législations sociales que des salaires et des pensions, on est un peu sur la même pente. Alors, conséquences multiformes. Évidemment, ces plans d'austérité provoquent une explosion du chômage. On est monté jusqu'à 28% de la population active au chômage en 2013 et 60% des jeunes de moins de 25 ans. 1,3 million de chômeurs en 2013 dans un pays de 11 millions d'habitants. Alors aujourd'hui, on est officiellement à 12,4% de chômage dans la population active et 31,4% pour les jeunes. En réalité, le nombre des chômeurs s'établit à 586 000 au dernier chiffre, c'est-à-dire 714 000 de moins qu'au plus haut de la crise. Sauf que, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'entre-temps, il y a eu 530 000 départs vers l'étranger. C'est-à-dire que cette baisse du chômage, elle est une baisse en trompe-l'œil, et que, en réalité, les Grecs, qui ont une grande tradition d'émigration, jusque vers les années 70, quand ils ont vu que les choses, ne repartaient pas, et en partie après la trahison de Syriza, parce que beaucoup sont restés jusqu'à la victoire de Syriza en espérant que Syriza tiendrait le cap et dirait stop à l'austérité, donc beaucoup sont restés, et quand Tsipras a trahi, beaucoup ont décidé, maintenant c'est fini, il n'y a plus rien à faire dans ce pays, on part. Donc en réalité, la baisse du chômage est beaucoup moins impressionnante qu'elle n'apparaît dans les chiffres. Et puis surtout, c'est une catastrophe pour le pays. Pourquoi c'est une catastrophe pour le pays? Parce que l'émigration du 19e et du début du 20e siècle, c'est une émigration dans un pays qui est en forte croissance démographique et qui exporte de la main-d'œuvre non qualifiée. La Grèce d'aujourd'hui, c'est un pays qui était déjà dans une situation démographique, comme toute l'Europe du Sud et du Centre, dramatique, c'est-à-dire où le renouvellement des générations ne se fait plus, et ça n'est plus de la main-d'œuvre non qualifiée qui part, c'est les plus jeunes et les mieux formés qui partent. C'est-à-dire que le contribuable grec a payé leur formation et qu'ils vont créer de la richesse ailleurs. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des chirurgiens, des dentistes, qui manquent en Grèce. Alors, vous voyez comme c'est beau l'Europe. Grâce à la libre circulation, aujourd'hui, les Grecs se font soigner par des Roumains et des Bulgares. Parce que leurs propres médecins sont partis aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en France. Et puis comme ces médecins, ils manquent en Roumanie ou en Bulgarie, les Roumains et les Bulgares, ils font venir des médecins d'Ukraine, qui peuvent payer encore moins cher. Voilà. C'est ça la logique européenne. C'est ça la logique du grand marché du travail. Et donc ces personnels qualifiés manquent en Grèce aujourd'hui. On manque de pédiatres. Les opérations sont repoussées parce qu'il n'y a pas les anesthésistes en nombre. Et puis, évidemment,
la valeur ajoutée que ces cerveaux auraient pu produire en Grèce, eh ben, elle ne rentre pas dans la richesse du pays. Et puis donc, les impôts que pourraient payer les entreprises de ces cerveaux et de ces entreprises qui manquent aujourd'hui de personnel qualifié, ben, ils ne rentrent pas dans les caisses de l'État grec. Et puis, dernière chose, les gens qui partent sont jeunes. C'est pas à 65 ans qu'on fait des enfants. Donc, la natalité grecque s'est de nouveau affaissée à la suite de cette vague de départ de plus de 500 000 personnes dans un pays de 11 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est considérable. Et dans le même temps, la Grèce est exposée à une vague migratoire. 860 000 entrées en 2015. La seule année 2015. Dans la même période où vous avez 530 000, où vous avez 530 000 Grecs qui partent à l'étranger du fait de la crise, vous avez 1,2 million d'étrangers qui rentrent en Grèce par la Turquie. Manipulés par Erdogan, lequel est subventionné par l'Union européenne qui saigne la Grèce. Vous voyez le schéma? Et qui menace la Grèce. Moi j'habite, je vois la Turquie de mes fenêtres. Donc on vit en permanence sous les menaces d'Erdogan qui, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, a menacé d'envoyer dernière des menaces, c'est permanent, a menacé d'envoyer un missile sur Athènes. Donc si vous voulez... et donc dans le même temps où on impose ces plans de restructuration à répétition à la Grèce et où on la plonge dans une crise insensée, on va donner de l'argent à Erdogan à fonds perdu. Vous vous souvenez du voyage de Mme Merkel, sans mandat européen, qui lui file, je ne sais plus combien de milliards, 4 je crois. Mais à ça s'ajoutent les milliards qu'on donne à la Turquie au titre de la préadhésion et au titre de la réalisation du marché unique. Donc si vous voulez, on est dans une logique, là encore, dans une logique qui est totale. Et naturellement, la Grèce ne reçoit aucune aide face à cette vague migratoire. Il y a Frontex, mais Frontex, c'est du pipeau. Oui, on a envoyé des couvertures, des matelas, et voilà. Mais les règles de Schengen, les règles de Dublin, font que la Grèce est en réalité seule. Et dans Schengen, la Grèce a cette particularité de ne pas avoir de continuité territoriale avec aucun autre pays de Schengen. C'est-à-dire que quand les migrants arrivent en Grèce, ils sont dans une nasse. La seule sortie, c'est la route des Balkans, où c'est s'embarquer à Patras pour essayer de rejoindre l'Italie. Mais le port de Patras, aujourd'hui, il est comme le port de Calais. C'est un camp retranché avec des barbelés autour et la police qui fait la course aux migrants dans la zone industrielle qui est devenue une friche parce que toutes les entreprises ont fermé. Et donc, si vous voulez, on a une situation qui était une situation tout à fait... donc sur ce 1 200 000, l'Union européenne en a relocalisé 22 000. Et maintenant, on accuse le gouvernement actuel de la Grèce d'inhumanité quand il refoule les bateaux qui arrivent de Turquie. Parce que l'actuel gouvernement, qui a fait face en 2019 à une révolte des habitants
de Lesbos, où les gens ont sorti les armes. Et quand les gens ont sorti les armes, le gouvernement a compris que ça ne pouvait pas aller plus loin. Donc là, on refoule. Alors les organisations humanitaires lèvent les bras au ciel, vous les Grecs aux gémonies, etc. Mais vous comprenez? Alors, un récent article vient de dire que 25% de la population d'Athènes aujourd'hui était étrangère ou d'origine étrangère. Sur le nombre, j'ai cherché vainement, mais vainement, le nombre de... s'il y avait une estimation des étrangers en situation irrégulière, mais on ne trouve pas de chiffres. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous avez une situation démographique qui est devenue une situation difficile, avec une baisse de l'espérance de vie, une baisse de l'âge de l'espérance de vie, qui n'est comparable qu'à une situation de guerre en réalité. Donc on a des dégâts démographiques qui sont des dégâts à long terme et dont la Grèce ne se relèvera pas du jour au lendemain si jamais elle s'en relève. Alors, passons aux retraites. La Grèce laboratoire. L'âge légal de la retraite a été porté de 60 à 67 ans. Donc vous savez ce qui vous attend. C'est le but de l'Union européenne. C'est l'âge que l'Union européenne a fixé. Et donc, là, il y avait l'opportunité de l'imposer immédiatement, tout de suite et brutalement. Ailleurs, on prend plus de gants. On va y aller plus doucement. Mais la voie est tracée par la Commission européenne, par l'Union européenne. Alors, c'est 60. Donc, on est passé de 60 à 67 ans pour un taux plein. Pension réduite à 62 ans si vous avez 40 ans d'annuité derrière vous. Mais seulement pension réduite. Les pensions elles-mêmes ont été baissées 15 fois. 15 fois. 15 réductions de pensions. Dont 2 ont été jugées illégales par l'équivalent du Conseil d'État ou de... Enfin, en Grèce, c'est à la fois le Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est le tribunal suprême, l'aréopage. L'Aréopage a ordonné le remboursement de ces deux baisses de retraite pratiquées dans des conditions jugées illégales, mais n'empêche que le niveau des retraites a baissé, alors, suivant les métiers, de 30 à 50%. On a supprimé les régimes spéciaux, notamment la caisse des marins. Vous comprenez, les gens qui travaillaient depuis 14 ans sur les bateaux à travers tout le monde, ils n'avaient pas le droit de prendre une retraite décente. Donc on leur a coupé également leur retraite. Donc 30 à 50%, c'est également la baisse moyenne des salaires. Baisse des salaires à laquelle s'ajoute maintenant l'inflation. C'est-à-dire que comme les salaires n'augmentent pas et que l'inflation est repartie, c'est une baisse des salaires déguisée. Donc en 2012, le salaire minimum a été le SMIC a été réduit de 751 € à 586. Et pour les moins de 25 ans, à 510. Et ce salaire à 586 a été bloqué de 2012 à 2019. Il est monté à 650 € en 2019, à 663 € en janvier 2022, et du fait de l'inflation, à 713 € en mai dernier. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, le salaire minimum est de
40 € inférieur au salaire minimum de 2012. Vous imaginez l'ampleur? Alors, à ça, il faut ajouter que la plupart des gens ne sont pas payés au salaire minimum. C'est-à-dire que... alors, si, non, c'est pas la plupart. Un grand nombre de gens ne touchent pas ce salaire minimum. Ou en tout cas ne touchent pas ce salaire minimum pour un emploi. Un tiers des emplois sont des emplois à temps partiel. Et donc, les gens touchent moins de 713 € aujourd'hui. L'inflation a dépassé 10% en rythme annuel depuis plus de 6 mois maintenant, et elle est au-dessus de 15% pour les produits alimentaires et l'énergie, alors que naturellement, puisque le revenu a baissé, les produits alimentaires et l'énergie représentent une part très importante des revenus pour tous les gens qui ont des revenus modestes. 25% des salaires ne sont pas payés régulièrement. Il faut dire qu'entre-temps, non seulement on a baissé les salaires, mais on a dénoncé, ou on a donné aux patrons la possibilité de dénoncer unilatéralement les conventions collectives. Donc c'est toute la législation du travail qui a été ramenée à zéro. Par exemple, au port du Pirée, la société chinoise Cosco n'emploie plus les gens qu'à la tâche. Et les gens ne savent pas le lendemain s'ils auront du travail ou pas. Ils arrivent le matin sur le port et on leur dit « toi, 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 toi ». Inutile de vous dire que la syndicalisation et les mouvements sociaux dans ces conditions, c'est de l'imagination. Donc 25% des salaires ne sont pas payés régulièrement. Le patron vous dit « ah bah non, ce mois-là, je ne peux pas te payer ». Mais il y en a 25 qui attendent à la porte, donc si tu veux, je te payerai le mois prochain. Ou on est payé en retard. Je connaissais quelqu'un, je ne sais pas quelle est la situation maintenant, mais il y a 2 ou 3 ans, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le tourisme à Kos. Il attendait ses salaires de l'été précédent. Il y a eu jusqu'à 200 000 personnes qui ont reçu une partie de leur salaire en bon d'achat. Naturellement, là encore, on vous emploie à temps partiel, mais on vous paye à temps partiel, mais on vous fait travailler à temps plein. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Un travailleur sur 5 n'est pas déclaré. On est descendu l'année dernière à 1,60 € de l'heure dans certaines stations touristiques pour les travailleurs du tourisme. Alors effectivement, vous pouvez après offrir des prix all inclusive intéressants. Là encore, c'est un témoignage personnel. Je connais quelqu'un, le patron le paye avec un virement bancaire.
Et puis, le jour même de la paye, où la paye est virée, il va avec lui à la caisse automatique et le salarié rétrocède au patron en liquide une partie de ce qu'il a touché comme salaire. Donc, si vous voulez, cet écrasement du droit social permet tous les abus et tous les abus les plus criants. Alors là encore, les allocations chômage étaient déjà parmi les moins généreuses d'Europe. Elles ont été limitées à 1 an et les conditions d'attribution ont été considérablement durcies. Dans ces conditions, que s'est-il passé en termes statistiques, si vous voulez? En gros, vous avez un quart de la population qui s'en tire très bien, qui va mieux. Parce qu'il y a des gagnants à tout ça. Il y a des gens qui s'en mettent plein les fous. Donc, vous avez un quart de la population. Vous avez 2,5 millions de personnes qui ont plongé sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté des enfants a bondi de 23 à 40%. Pierre-Yves en parlait tout à l'heure, il y a eu une enquête sur 64 écoles d'Athènes où 6 enfants sur 10 étaient en insécurité alimentaire. On est en Europe, hein. On est à 3 heures de Paris. Et l'OMS a alerté sur la chute des vaccins parce que 30% de la population n'a plus de couverture santé, donc ne va plus chez le médecin, ne fait plus vacciner ses enfants, etc. Donc si vous voulez, c'est des conséquences en cascade. Et puis vous avez une moitié de la population qui a plongé autour du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une disparition de la classe moyenne. Vous avez des riches, vous avez des gens pour qui ça va bien, et puis vous avez des gens qui sont dans l'insécurité, dans la précarité permanente. 43% des Grecs depuis 2013 sont en insécurité énergétique. Alors, quand je reviens ici, j'entends les pompes, l'essence, ah ben oui, il va peut-être y avoir des coupures d'électricité, on va peut-être pas pouvoir se chauffer. En réalité, le premier hiver de la crise, où on allait toujours, maintenant j'y habite, mais à l'époque on habitait encore en France, et on allait à Athènes enfin on allait dans notre maison, dans notre île, mais on faisait un arrêt à Athènes, et on y allait toujours entre Noël et le jour de l'an, donc on s'arrêtait toujours à Athènes. Et 2011, on s'est dit, mais ça sent quoi? La ville sentait le feu de bois. Et Athènes, en hiver, sent le feu de bois. C'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant que les Grecs, que les gens à Athènes ne se chauffent plus. Les immeubles collectifs, les copropriétés, chauffent 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais vous n'avez plus de chauffage toute la journée. Et donc beaucoup de gens ont installé des chauffages d'appoint, mais dans des immeubles qui sont pour la plupart des immeubles des années 60-70, il n'y a pas de cheminée. Donc on fait des installations de fortune, on chauffe au bois, on chauffe avec ce qu'on trouve, et donc vous avez aussi une explosion, des incendies, des intoxications, de la pollution en particules fines. Là encore, vous avez des conséquences en escalier. 30% de la population a perdu toute couverture sociale avec les coupures drastiques des budgets dans la santé, et les hôpitaux ont vu leur budget coupé, plus de 900 millions pour le seul dernier mémorandum, celui de 2015. Par exemple, l'hôpital psychiatrique de Léros
qui est un des grands hôpitaux psychiatriques de Grèce, a vu sa dotation fondre de 55%. À un moment, le directeur de l'hôpital de Léros, de psychiatrique de Léros, a lancé un appel parce qu'il ne pouvait plus nourrir ses malades. Et on a vu fleurir un peu partout des dispensaires solidaires, donc où on a des médecins qui viennent travailler gratuitement. L'Église a repris un rôle social tout à fait important, puisqu'elle s'est remise au centre de ce système qui vient en amortisseur des effets de la crise, avec des dispensaires, des distributions de médicaments, de nourriture. Il faut savoir que la Grèce, contrairement à la France, n'a pas de tissu associatif comme on l'a. Il n'y a pas l'équivalent de notre loi sur les associations, et donc c'est pas une tradition grecque. Donc la charité de l'Église, et également des grandes familles d'armateurs qui ont toutes des fondations et qui viennent pour essayer qui tentent d'amoindrir les conséquences de ces politiques. Les grands hôpitaux d'Athènes sont en pénurie. Le matériel manque. Il y a des hôpitaux à Athènes qui n'ont pas pu acheter de nouveau matériel depuis 15 ans, depuis 10 ans. Donc on a eu un des grands hôpitaux grecs qui n'a pas eu d'appareil de coronographie pendant plusieurs mois. Les IRM, j'en parle pas, etc. Donc, et derrière, vous avez eu une augmentation, avec la crise, de très nombreuses pathologies. Multiplication par 4 des dépressions sévères. Explosion des suicides, c'était le pays où il y avait le moins de suicides en Europe. Explosion de la toxicomanie. On a supprimé tous les programmes d'aide aux toxicos. Et de la toxicomanie avec des produits... les gens se sont drogués jusqu'avec du liquide de batterie. Donc, pour dire les dégâts que ça peut faire. Explosion derrière du VIH, parce que tous les programmes d'accompagnement des toxicos ont été supprimés. La contraction de la consommation a été telle qu'on a enregistré 1 million de faillites. Un tiers des commerces, alors là encore, si vous voulez, quand je vois les boulangers, les bouchers vont avoir du mal avec les factures d'électricité, etc., un tiers des commerces athéniens et dans les grandes villes ont fermé. Et ils n'ont pas ouvert. Alors vous allez au centre d'Athènes, vous ne voyez rien. C'est la Grèce qui va bien. Mais vous faites 3 pas de côté dans les quartiers, ou à Thessalonique, ou à Volos, 3 pas de côté, et vous tombez dans des rues désertes. Vous n'avez plus que des devantures baissées, à vendre, à louer, à vendre, à louer. Voilà, j'arrive au bout. Baisse de la consommation, quant à les programmes ont aussi entraîné une hausse des impôts et des taxes. Hausse des impôts et des taxes, ajoutée à la baisse des revenus, ça fait quoi? C'est vrai que les gens ne peuvent plus payer leurs impôts. Donc on a vu une explosion des dettes fiscales. Dette fiscale et dette aux banques, c'est-à-dire des gens qui avaient des crédits, qui avec les revenus qu'ils avaient avant la crise, ça ne leur posait pas de problème de payer les mensualités de leur crédit, mais quand vos revenus baissent de 30 à 50% en 1 an ou 2 ans, vous ne pouvez pas faire face. Donc, qu'est-ce qu'a
qu'est-ce qu'a décidé l'Union européenne dans cette affaire? Ben, elle a dit, pas difficile, hein, faut saisir. Donc, elle a fait passer une loi en 2018, elle a imposé à l'État grec une loi en 2018 qui impose la saisie pour toute dette fiscale supérieure à 501 €. Et puis, on a commencé à avoir des saisies immobilières, parce que la Grèce, c'est un pays de petits propriétaires. Hein, c'est un pays où beaucoup de gens avaient leur appartement, ou ont leur appartement, pour des raisons historiques. C'est un pays qui est un pays de petites propriétés rurales et de petites propriétés immobilières. Et donc les gens ont souvent une maison au village d'origine et puis un appartement à Athènes qu'ils ont... voilà. Donc on a commencé à saisir les biens et à les vendre aux enchères. Et puis à un moment, les citoyens ont bloqué ces ventes aux enchères. C'est-à-dire que c'est constitué une association qui, chaque fois qu'il y avait une vente aux enchères, envahissait la salle des ventes et bloquait les ventes. Et donc, qu'a imposé l'Union européenne à ce moment-là? Elle a imposé la création d'une plateforme d'enchères en ligne. C'est ça la solidarité européenne, c'est ça l'Union européenne, mes chers amis. Donc on a un processus de transfert de propriété qui n'est pas un processus de petite taille. C'est-à-dire que ça concerne beaucoup de foyers, beaucoup de gens, et les biens sont généralement rachetés par des étrangers. Alors à Athènes, pour être converti en Airbnb, donc moi je dis, hein, les gens, quand vous partez en Grèce, si vous faites du Airbnb, vous payez peut-être moins cher qu'à l'hôtel, mais à l'hôtel, vous faites travailler des gens, en Airbnb, vous occupez des gens vous occupez les appartements de gens qui ont été foutus dehors, de chez eux, et qui ont été saisis. Voilà. Donc, voilà. Et puis alors, vous avez naturellement la vente du patrimoine public. Alors, là, on n'en finirait pas, quoi. Toutes les entreprises publiques ont été vendues à l'Allemagne, à des entreprises allemandes, d'abord. Françaises, italiennes, chinoises. Donc tout le monde fait ses courses. Les aéroports de province les plus touristiques et les plus rentables ont été vendus à la société Fraport allemande, épinglés dans les je sais plus quoi papers pour mettre tous ces bénéfices dans des paradis fiscaux. Voilà. Beaucoup de petites entreprises touristiques locales ont dû fermer, ont été rachetées par des multinationales qui font du Airbnb, c'est-à-dire qui font du all-inclusive, c'est-à-dire du tourisme colonial. Il faut savoir que quand on part en all-inclusive, ça veut dire que derrière, on a des employés qui sont sous-payés, qui sont pressurés, et que surtout, on a des sous-traitants qui sont mis en concurrence pour offrir les services au moindre coût possible. Donc voilà, ce tourisme ne rapporte plus rien à la Grèce. Alors tous les ans, on vous dit « Ah, la Grèce bat des records de tourisme, c'est merveilleux, c'est fantastique ». D'abord, ça devient une mono-activité et une économie ne peut pas reposer sur une mono-activité, quelle qu'elle soit. Et ensuite, ce modèle touristique est un modèle totalement vérolé, puisque l'essentiel des revenus reste dans les pays
où les multinationales touchent ce que payent les touristes qui partent en all inclusive et ne va vers le pays que le minimum pour payer des gens qui sont payés, ce que je vous disais tout à l'heure, ou les sous-traitants. Voilà, alors on a naturellement vendu la société d'électricité, les chemins de fer, les autoroutes, j'en passe et des meilleurs. On est passé au patrimoine immobilier. Donc, le patrimoine immobilier de l'État est vendu à la découpe. Mais ça ne veut pas dire que les services de l'État en partent. C'est-à-dire qu'ensuite, l'État doit payer un loyer aux nouveaux propriétaires des immeubles de l'État. Et il y a 2 ans, les archéologues se sont mobilisés et ont empêché de justesse le transfert de certains sites archéologiques majeurs à la liste des biens de l'État transférés à l'organisme chargé de la privatisation. Et ils ont réussi une mobilisation internationale des archéologues qui finalement a fait que le ministre de la Culture a dit « Ah non, 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 on n'a jamais envisagé ça ». Mais en réalité, c'était bel et bien dans les tuyaux. Voilà, et puis alors on va finir par la levée de tous les obstacles à la protection de l'environnement, c'est-à-dire que un certain nombre de contrats absolument léonins ont été signés avec les pays dits prêteurs pour leur permettre d'installer des champs d'éoliennes. Suivez mon regard, il va encore se tourner vers Berlin, ça va faire plaisir à Pierre-Yves. Donc l'Allemagne a décroché des contrats faramineux d'installation de champs d'éoliennes dans des endroits absolument préservés jusqu'ici, avec un saccage écologique à la clé, où on trace des routes, notamment dans la Grèce de l'intérieur et dans des îles comme Cythère ou Andros, où on rase des montagnes, où on trace des routes, où on abat des arbres, où on coule des tonnes de béton pour monter des champs d'éoliennes. Voilà, et puis d'autres choses ailleurs, des mines, des mines dans le nord de la Grèce, des mines d'or, etc., etc. Donc on a, si vous voulez, tout ce qui a suivi ces mémorandums. La cerise sur le gâteau, si j'ose dire, est venue pendant le Covid, et j'en terminerai là, avec, donc je vous ai dit, la société Fraport qui avait racheté passé un contrat de concession sur tous les aéroports les plus rentables de Grèce. Malheureusement, avec le Covid, le trafic aérien s'est effondré. Et là, Fraport a attaqué l'État grec et l'a forcé à payer un dédit, parce que dans le contrat léonin qui avait été passé avec Fraport, il était prévu qu'en cas d'obstacle à la circulation aérienne, l'État grec dédommagerait la société concessionnaire. Et donc, la société Fraport allemande a empoché un dédommagement de l'État grec pour un manque à gagner sur les aéroports dont elle avait obtenu la concession. Et vous voyez comment, dans un pays comme la Grèce, on en est arrivé à faire des politiques qui sont absolument monstrueuses et qui sont notre avenir. Merci de votre attention.